Bonjour. Oui, peut-être vous avez besoin de 5 minutes de pause, parce que c'est quand même difficile d'enchaîner, donc tout va bien. Parce que je vais aussi être peut-être un peu bavard, donc je vous prie de m'excuser. Oh, juste 3 quarts d'heure. Donc c'est avec grand plaisir que je reviens à vous présenter un bilan des études sur la quinine en intrarectal, études qui ont été débutées à Madagascar il y a plus de 10 ans, ça remonte à 87, 88, 89, 90 à Munda. Je tiens donc à remercier les gens de l'Institut Pasteur et puis de l'hôpital d'Ampefilou de m'avoir permis cette occasion donc de vous présenter un bilan des dernières études. Comme vous savez tous ici, le problème de l'utilisation de la voie intrarectale, c'est un peu au cœur de la lutte antipaludique, puisque l'accès au traitement pose un problème crucial, en particulier lorsqu'on n'a pas de quoi perfuser les enfants, ou lorsqu'on se trouve face au problème des injections. À Madagascar et en Afrique, on a commencé à travailler sur la quinine intrarectale à cause du problème des séquelles d'injection, en particulier les sciatiques. Et un problème qui est souvent méconnu, c'est les 800 millions de personnes qui ont des hépatites B, et vous savez qu'à peu près 1% de ces personnes-là auront des hépatomes vers l'âge de 40 ans. Donc la voie intrarectale est quelque chose qui est peut-être une perspective. À l'époque, c'était pas très bien fait de parler de voie intrarectale dans la lutte antipalustre. Quand nous avons commencé à travailler avec la quinine en intrarectal, maintenant je crois que tout le monde est habitué depuis qu'il y a eu quand même pas mal de travail qui a été fait avec la quinine et puis avec les dérivés de l'artémisinine. Donc je vais vous présenter seulement les dernières études qui ont été présentées et je ne vais pas parler de toutes les études. La première étude qui a été faite à Madagascar en 88, puisque voilà celle-là, et qui a été publiée en 94, et puis un certain nombre d'études qui ont été faites au Niger. Il s'agissait à la fois d'études pour essayer de vérifier ce que l'on avait aperçu à Madagascar, vérifier l'efficacité clinique, et des petites études de cinétique. Globalement, le problème de toutes ces études était qu'on les avait fait sur des échantillons relativement modestes et qu'on a observé une variabilité assez grande des résultats avec la quinine intrarectale. Alors, quand même, d'abord vous rappeler de quoi je parle. Je parle donc non pas de suppositoire, il s'agit bien d'une administration de la quinine que vous voyez là-haut, l'ampoule de quinine à dose de 20 mg par kilo que l'on dilue avec de l'eau. Actuellement, les dernières études, on recommande de diluer pour avoir 30 mg de quinine par millilitre. Donc il faut excessivement diluer. Une solution est d'utiliser une seringue de 10 cc et de compléter avec de l'eau. Bien sûr, vous enlevez l'aiguille. Au Niger, on a eu un problème dans un des cas en 94 où apparemment il semblerait qu'on est quand même injecté avec l'aiguille dans le rectum, parce que c'est parfois fait par vous savez, c'est fait par des injecteurs, c'est pas fait par même pas des infirmiers ou des aides-soignants. Et puis après une administration la plus douce possible, il faut maintenir une pression sur les fesses, de façon à éviter un rejet précoce réflexe. La même chose qu'avec un suppositoire. Vous savez que si on vous met un suppositoire, les 5 premières minutes, vous avez un peu envie de l'expulser, et donc il vaut mieux presser un peu les fesses pour éviter ce problème. Voilà donc la méthode actuelle qui est préconisée. Alors, qu'est-ce qu'on connaissait après les différentes études qui avaient été faites au Niger et à Madagascar? Globalement, on savait que la quinine intrarectale était une alternative efficace à la fois pour l'injection intramusculaire et pour les perfusions intraveineuses de quinine, dans les formes simples qu'on avait appelées non-peros, du terme latin, pour les personnes qui n'étaient pas capables, pour les enfants qui n'étaient pas capables d'avaler par la bouche. Dans les formes graves, on a fait une étude avec 76 enfants au Niger, et dans les formes neurologiques,
une deuxième étude randomisée, aussi au Niger, avec, je crois, aussi à peu près le même nombre d'enfants. Donc globalement, des indications que la méthode peut être efficace, puisqu'on n'avait pas mis en évidence de différence entre les voies, entre la perfusion et la voie intrarectale. Mais, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, il s'agissait de petits groupes, donc la différence est peut-être existe, mais on n'a pas pu la montrer. Mais les dernières études qui ont été faites par François et tout ça montrent que pour démontrer des différences en termes de mortalité entre par exemple la quinine et l'artesunate, il a fallu combien? 4000 Non, 1400. 1400 personnes. Donc vous voyez, il faut des échantillons très très gros. Et qui sait qui peut se permettre de faire des études sur les neuropathie avec 1400 personnes? C'est François Neusten et les études de Thaïlande, mais c'est pas tellement on est quand même relativement limité. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme question à répondre à partir de 2000-2004? Il y a une question qui est revenue parce que en fait, on a mis un petit peu on a utilisé la quinine en intrarectal pendant des années, elle marchait, et en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est de confirmer ou de vérifier pourquoi ça marchait. Je n'ai pas inventé la quinine intrarectale, j'ai juste essayé de comprendre pourquoi ça marchait et pourquoi ça marchait aussi bien, parce que ça nous avait vraiment rendu service. Un certain nombre de questions n'étaient pas très connues, on ne savait pas quelle était la tolérance à long terme, le fait de mettre un produit qui est quand même un produit connu comme caustique. Vous savez qu'à une époque, on utilisait la quinine pour faire la sclérose des varices, donc c'est quand même un peu irritant. Est-ce que, à force de faire ce traitement, on n'allait pas avoir des problèmes, des rectites, des problèmes sur le rectum? Deuxième chose qu'on ne savait pas, à l'époque je travaillais au Burkina Faso, on m'a un petit peu agressé en me disant oui, chez nous c'est dangereux, ça pose des problèmes. En fait, on était dans une zone où à peu près 25% à 50%, non, 75% des enfants recevaient des lavements traditionnels. On a fait une étude qui a été présentée dans les cahiers de santé, lavement traditionnel de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, avec ça correspondait en général à des lavements qui servent à purifier d'abord le corps de l'individu, donc du mélénat, des choses qui étaient connues comme des impuretés, et puis après, à tous les stades de l'évolution de l'enfant, on fait des lavements, avec des choses parfois caustiques, ce qui explique qu'effectivement, rajouter de la quinine n'était pas toujours bienvenu. Deuxième point, on se demandait un petit peu pourquoi il y a une biodisponibilité modeste qui contraste avec une efficacité que l'on jugeait jusqu'à présent bonne. Troisième point, c'est les résultats qu'on avait obtenus étaient faits avec l'ancien Kinimax, qui était donc une association de plusieurs alcaloïdes de la quinine. Et est-ce qu'on pouvait extrapoler ces résultats avec le bichlorhydrate de quinine que l'OMS recommande ou utilise en général? Quatrième point, quelle est la faisabilité de la quinine en intrarectal si vous laissez ça dans les mains de postes de santé isolés ou à domicile, puisque moi je suis assez partant quand même pour un traitement immédiat le plus proche. Quelle est la personne la plus adaptée pour faire le traitement précoce de l'enfant? Et enfin, est-ce qu'on pouvait trouver des formulations plus adaptées pour la voie rectale que cette méthode, vous avez vu, qui nécessite quand même quelques manipulations? Alors, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites sur la quinine, une étude chez la souris à Bobo du Lasso et chez le lapin, où on a voulu vérifier la tolérance. L'étude chez la souris n'a pas été publiée, mais globalement c'est cette étude qui nous a permis de dire que plus vous augmentez les concentrations de quinine, plus vous avez une mauvaise tolérance, et donc on a recommandé de diluer jusqu'à 30 mg par millilitre la quinine. Ensuite, des études de tolérance que je vais vous présenter. Donc une première étude, deux études qui avaient le même schéma ou le même design, au Burkina Faso et à Madagascar. Malheureusement, à Madagascar, on n'a pas pu trouver 900 enfants, on n'a pas pu recruter 900 enfants, donc on s'est arrêté au bout de 150 enfants. Une étude qui était à la fois d'efficacité et de tolérance. On a ensuite réalisé en Ouganda, en 2003-2004,
une étude randomisée comparative en double aveugle chez les enfants atteints de neuropaludisme selon les critères OMS. Plusieurs études de faisabilité ont été réalisées en zone rurale. La première par l'équipe de l'ERAN de l'IRD en 1999 au Sénégal. Et puis actuellement il y a un certain nombre d'études dont je vous présenterai seulement des résultats préliminaires, car c'est pas moi qui dirige ces études. Donc j'ai récupéré quelques résultats présentés lors du congrès de Marseille. Il y a eu des études au Sénégal, des études au Mali et les études de développement galénique qui ont été faites à Bordeaux, dont les résultats sont sortis l'année dernière, et à Paris. Donc les études de cinétique récentes, il y a deux études qui ont été faites. La première voulait essayer de comparer le bichlorhydrate de quinine avec l'ancien Kinimax. La deuxième voulait avoir des données sur la nouvelle forme de quinine proposée par le laboratoire Sanofi. Il s'agissait du gluconate de quinine qui a été amélioré avec un pH à 4,2 je crois, et donc un pH moins acide qui permet a priori une meilleure tolérance et peut-être une meilleure absorption. Alors, la première étude visait à vérifier si le Kinimax ou l'ancien Kinimax, donc l'association d'alcaloïdes de la citrulline, était comparable en termes de cinétique avec le bichlorhydrate de quinine, et on a donc comparé la dose de 8 mg en quinine base dans les deux voies. Donc ici vous avez en haut la comparaison en bichlorhydrate de quinine par perfusion intraveineuse, avec en dessous l'équivalent en équivalent Kinimax, si vous voulez, ou en alcaloïde de la quinine, et en bas la même chose, le bichlorhydrate de quinine et puis l'ancien Kinimax. Vous voyez, les différences ne sont pas significatives, puisque les intervalles de confiance se recoupent largement. On pourrait dire peut-être qu'il y a, dans les deux cas, le bichlorhydrate de quinine présente des concentrations sanguines, il s'agit de sang total, il ne s'agit pas de plasma, puisque une partie des études qui ont été faites par exemple en Thaïlande ont été surtout faites avec du plasma, et nous avons fait les dosages dans le sang total. Je crois qu'on a un rapport, le rapport sang total sur plasma, on doit multiplier par de l'ordre de 0,6, c'est-à-dire qu'on a 0,6, 6 dixièmes de ce que l'on trouverait si on le ferait dans le sang total. Donc en gros, on peut dire que la biodisponibilité est à peu près similaire avec cette étude, de l'ordre de 60%. Ce qui était toujours étonnant, c'est que l'on trouvait une variation interindividuelle importante, de l'ordre de 45%, alors que cette variation est plus élevée qu'après perfusion intraveineuse de quinine. Donc on s'est un petit peu demandé qu'est-ce qui se passait. Alors on a fait une deuxième étude afin d'expliquer la variabilité après intraveineuse de perfusion après quinine intrarectale. On a pris deux traitements, et cette fois-ci on a utilisé la quinine en intrarectale à la dose de 20 mg kilo, et on a eu plusieurs groupes d'enfants, des groupes d'enfants qui ont expulsé de façon précoce la quinine, de façon réflexe, et on s'est rendu compte que si on réadministrait, on a regardé un petit peu ce que ça donnait. Donc il y a eu un groupe qui a eu une réadministration de quinine et un groupe qui n'a pas eu de réadministration, et vous allez voir que en réadministrant la quinine, eh bien on avait de nouveau à peu près le même profil que le profil initial, et donc ça peut expliquer pourquoi la variabilité était relativement importante dans les différentes études précédentes, parce qu'on n'avait pas réalisé ce problème. Voilà, donc ça c'est la courbe intrarectale avec les petits triangles, et vous voyez que c'est intrarectal 20 mg kilo est très équivalent à 12 mg en intramusculaire. Donc
Cette fois-ci, on a juste présenté l'intrarectal 20 mg par kilo. Le groupe avec les petits triangles, c'est le groupe sans expulsion. Si l'enfant a expulsé de façon précoce, vous voyez que la courbe est très basse, donc en dessous des seuils qui à l'époque, je crois qu'on avait mis à 4 ou 5 microgrammes par millilitre. Si vous réadministrez le groupe avec le triangle, vous voyez que le profil est similaire au profil sans expulsion. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure ou qu'est-ce qu'on peut dire de ces études de cinétique? Globalement, donc ce que j'ai déjà dit en 1, donc bichlorhydrate et générique de Kinimax sont assez comparables. Deuxièmement, l'intrarectal à la dose de 20 mg kg donne à peu près les mêmes résultats que 12 mg kg en intramusculaire, et qu'il est important en cas d'expulsion précoce de réadministrer une demi-dose qui permet de restaurer un profil cinétique normal. Troisième résultat que je n'ai pas présenté ici, il faut savoir que ça ne sert pas à grand chose d'augmenter les doses de quinine, puisque le profil de la quinine par voie intrarectale sature. Il n'est pas linéaire, et donc plus vous augmentez les doses, moins la disponibilité est bonne. Donc on a des très bonnes disponibilités avec des petites doses de quinine en intrarectal, de l'ordre de 96% par rapport à la voie intraveineuse, et on tombe à 54% lorsqu'on utilise 20 mg par kilo. Enfin, un point que je n'ai pas non plus détaillé, c'est que le fait d'utiliser le glucinate de quinine avec un meilleur pH a peut-être une meilleure absorption que le bichlorhydrate de quinine. Donc maintenant, nous allons passer un peu aux études de tolérance. L'étude de Burkina Faso, Madagascar. Dans les deux cas, il s'agissait donc d'études randomisées. La dernière étude de Burkina Faso, après pas mal de soucis, vous l'aurez bientôt dans le British Medical Journal. Donc les résultats que je présente sont, je n'ai pas présenté les résultats qui sont dans le British Medical Journal, parce que en 2005 on a eu la surprise de voir des résultats publiés dans la Cochrane Revue, alors que c'était pas publié. Donc je n'étais pas excessivement content de voir que 4 ans ou 5 ans de travail, c'était publié par d'autres personnes. De même que l'étude d'Ouganda, je ne vous présente pas les résultats complets, si vous voulez. Donc il faut savoir quand même qu'il y a eu plusieurs études précédentes au Togo par professeur Assimadi avec le bichlorhydrate de quinine, donc des études précédentes au Niger, et puis une des premières études qui n'avait pas de groupe témoin, qui était l'étude de Dr Nakaonda au Congo. Donc je ne sais pas s'il y a des gens du Congo ici. Donc j'ai déjà signalé que l'étude de tolérance au Burkina Faso était dans un contexte un petit peu spécial, puisque les lavements traditionnels étaient excessivement fréquents. Donc là j'ai présenté un petit peu les raisons de ce lavement traditionnel, je ne vais pas m'étaler dessus. Donc 75% des nourrissons reçoivent des lavements traditionnels, et ça correspond à des cycles de passage dans la socialisation des enfants. Et on a parfois des produits relativement agressifs qui sont utilisés, avec un risque important, constatation tout à fait personnelle, mais j'étais quand même très frappé en allant à l'hôpital de Bobo Dioulasso de voir le nombre d'enfants qui avaient des fissures rectales, et c'était lié à ces pratiques de lavement traditionnel. Pas de la quinine, ou pas encore de la quinine. Donc il s'agissait donc d'un essai chez 900 enfants avec ce qu'on avait appelé les non-péros, c'est les enfants qui ne peuvent pas prendre par la bouche. Exclus étaient les enfants avec diarrhée, avec des lésions anales ou un précédent traitement par la quinine dans les 48 heures. L'analyse a été une analyse en intention de traiter, et donc 2 études, une à Madagascar, une au Burkina. Les groupes étaient comparables dans le groupe IM et le groupe IM pour l'âge, le poids,
l'habitude de traitement traditionnel. Là, on a montré que les enfants qui avaient reçu autrefois des traitements traditionnels, ils avaient davantage de problèmes d'antécédents d'histoire anale. En 2000, nous avons suivi les enfants pendant 7 jours, et puis nous avons augmenté le suivi en 2001 de façon à pouvoir essayer de voir des complications un peu plus à long terme. Alors dans cette étude du Burkina, on a surtout des problèmes d'anomalie de la composition des selles, avec des selles mucoïdes ou glaireuses très fréquentes, puisqu'on a eu pratiquement 65% des enfants qui ont présenté au décours de l'étude des selles mucoïdes, et 4% des enfants ont présenté quelques striations dans les selles. De même, comme dans l'étude à Madagascar, vous allez voir tout à l'heure, on a eu un certain nombre d'enfants qui ont présenté des signes d'épreinte ou de ténèse. Globalement, il y a eu peu d'enfants qui ont développé de diarrhée après l'utilisation de la quinine intrarectale, puisque seulement 4% ont présenté la diarrhée au décours de cette étude. Donc les selles sont en général plutôt mucoïdes, les selles glaireuses après la quinine intrarectale au Burkina Faso, et vous voyez que dans le temps, tout se résout à peu près, puisque seulement moins de 5% des enfants avaient encore des selles plus ou moins liquides ou plus ou moins molles. Donc là encore, les résultats de nanoscopie, nous avons pratiqué une nanoscopie chez 506 enfants dans le groupe intramusculaire et dans le groupe intrarectal. On a observé donc dans le groupe intramusculaire une lésion non spécifique d'inflammation versus 3 dans le groupe intrarectal, et puis 9 enfants ont présenté des lésions à type de micro-ulcération. 4 ont présenté des micro-ulcérations qui ont guéri dans les 24 heures, 2 qui ont guéri à 7 jours et à 14 jours, et 1 qui a présenté une ulcération avec un abcès qui a dû recevoir un traitement chirurgical et qui a complètement guéri. On a pu mettre en évidence une relation entre le fait de saigner ou d'avoir des traces de sang dans les selles et la présence de petites lésions au niveau anoscopique, ce qui est quand même assez logique. Par contre, le fait de présenter des selles molles ou des selles glaireuses n'était pas en rapport avec des lésions de la muqueuse anale. Le deuxième point de la tolérance, c'était donc la douleur, puisque vous savez qu'il y a des grands avantages que l'on disait pour la quinine intrarectale, c'est que c'est quand même pas douloureux, alors qu'en intramusculaire, malgré tous les essais qu'on peut faire et toutes les modifications, c'est quand même, tout le monde s'en rappelle, c'est plutôt douloureux. Alors vous voyez que c'est quand même assez flagrant, seulement 1% des enfants se plaignaient de douleur pendant l'administration, et que dans le groupe intramusculaire, on a eu un certain nombre de problèmes à titre de douleur, mais aussi d'inflammation du site d'injection, de difficultés à la marche. 15% des enfants après administration avaient des difficultés à la marche. 2% seulement ont eu des problèmes de hanche, et dans l'ensemble, aucun n'ont eu des séquelles d'injection. Tout s'est amélioré à la fin de l'étude. Par contre, oui, ce qu'on peut noter, c'est que oui, les inflammations, bien sûr, étaient plus importantes à partir de la deuxième injection. Alors, je vais présenter, enfin, je ne sais pas si je peux, puisque c'est l'étude que j'avais fait avec professeur Noéline et puis Nadia Ratimaza. On a donc proposé à peu près la même étude à Madagascar. Donc je me permets de présenter quelques-uns des résultats. Je ne présente pas tout et je n'ai pas changé grand-chose à la présentation, parce qu'il y a des choses quand même très intéressantes qui sortent de cette étude. Cette étude s'est focalisée sur la tolérance de la quinine,
et c'est assez intéressant. On n'a pas du tout les mêmes résultats qu'au Burkina Faso, puisqu'on est dans des conditions tout à fait différentes. L'étude a été réalisée un tout petit peu à Tananarive, mais en fait elle s'est surtout réalisée à Majinga et puis à Muramang, je crois. Alors, l'administration de la quinine n'est pas douloureuse, par rapport à l'intramusculaire qui dans 100% des cas était douloureuse, mais le fait que, le point qu'on n'avait pas observé au Burkina, c'est que plus vous faites de quinine intrarectale, et bien, les enfants commencent à se plaindre. Donc à J3, pratiquement 50% des enfants commencent à être vraiment pas très contents de recevoir la quinine intrarectale. Alors, pareil, les pleurs après l'administration ont augmenté au décours du traitement, ce qui était une donnée nouvelle. Et là, c'est un petit peu particulier. La palpation, on faisait un examen endoscopique et on regardait, on déplissait la marge anale après à chaque fois. Donc c'est vrai que c'était quand même un petit peu agressif, de façon à pouvoir faire quelques endoscopies pour vérifier l'état de la muqueuse anale. Et c'est vrai qu'au bout de 3 jours, c'est normal, les enfants n'étaient pas très contents. Bon, dans les autres signes qui changent par rapport au Burkina Faso, vous voyez qu'ici les selles glaireuses étaient très rares, puisque même à J3, elles ne représentent que 10% des cas contre 60% dans l'étude du Burkina. Dans l'ensemble, tous les effets secondaires de la quinine intrarectale avaient disparu à 7 jours, qu'il s'agisse d'éprane, de ténèse. La diarrhée, bon, c'est monté aussi à 10% à J3. Il y a eu seulement 2 cas d'érythème de la muqueuse anale observés, donc pas d'ulcération ici à Madagascar. Donc on pourrait peut-être essayer de comparer les raisons entre Madagascar et le Burkina Faso. Par contre, les signes, comme dans l'étude précédente, eh bien, on a un certain nombre de signes résiduels avec la forme en intramusculaire, avec une inflammation résiduelle à J7 et des douleurs à la marche ou une boiterie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'étude de Burkina? Pratiquement relativement bien tolérée, mais avec un effet secondaire ou plutôt des inconvénients, c'est les selles muqueuses, peu de diarrhée et une association entre des striations dans les selles et des lésions endoscopiques qui ont toutes récupéré, mais quand même une lésion relativement sévère chez un des enfants. Alors je dois un petit peu détailler qu'est-ce qui s'est passé chez cet enfant. C'est un enfant qui avait une histoire familiale un peu particulière, puisque un de ses oncles a fait le même genre de problème sans avoir la quinine intrarectale. C'est un orphelin, et on suspecte quand même un certain nombre de facteurs aggravants liés à une hygiène qui était très déplorable, et qu'il est probable que cet enfant se soit gratté et provoqué un abcès qui est favorisé, puisque bon, il y a une histoire familiale de manque d'asepsie dans la famille, mais bon. Par rapport aux 2 études, donc, on constate donc à Madagascar que le nombre de signes subjectifs ou même objectifs de douleur augmente avec le nombre des administrations. Et dans les 2 cas, sinon les signes digestifs sont plutôt transitoires. Alors je vais présenter maintenant les résultats d'efficacité sur l'étude toujours Burkina Faso Madagascar et l'étude d'Ouganda sur les neuropaludines. Donc l'étude d'efficacité au Burkina Faso, on a trouvé globalement il n'y avait pas de différence entre les 2 groupes, avec un temps de clairance de disparition de la température similaire dans les 2 groupes. Par contre à J7, davantage d'enfants qui avaient une récurrence de la fièvre, mais en grande partie liée à l'inflammation locale, pas à la parasitémie. La conclusion de cette étude-là a été que l'évolution vers un paludisme grave a été prévenue chez 444 enfants, donc 99% des enfants avec la KIR et 98% des enfants avec la quinine en intramusculaire. Et les autres enfants ont dû être transférés à l'hôpital.
l'évolution des parasites, on a AJ3, on a dans le groupe intrarectal, on a un early treatment failure avec un petit peu plus de parasites persistants à J3 versus 3% dans le groupe en intramusculaire. Les parasites émis s'étaient normalisés dans les deux groupes à J5. Donc sans doute une diminution des parasites un peu plus lente avec le groupe intrarectal. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette étude d'efficacité? Que globalement, l'efficacité clinique est à peu près similaire. On avait noté quand même une diminution plus rapide des vomissements avec le groupe intrarectal, ce qui est assez logique puisque la stimulation quand même du tube digestif pouvait peut-être diminuer un petit peu le spasme au niveau de l'estomac peut-être. On a une efficacité parasitologique un peu plus lente dans le groupe intrarectal et l'effet avec davantage de récurrence de température dans le groupe intramusculaire lié à l'inflammation du site d'injection mais pas lié à une récurrence ou à un échec thérapeutique. Alors la question suivante était est-ce que l'on peut utiliser la quinine intrarectale en traitement du paludisme grave? Donc je vous ai déjà cité les deux études faites au Niger précédemment. Donc 76 enfants dans la première avec des neuropaludismes, 56 avec des paludismes graves, pas seulement des neuropaludismes, je ne reviens pas dessus. Donc l'étude en Ouganda qui n'est pas encore, dont les résultats ne sont pas encore publiés, c'est donc une étude en double aveugle qui a été réalisée chez des enfants présentant un coma de blanc de taille inférieur à 3. Et on a comparé la quinine en intrarectal 20 mg kg et puis 15 mg kg toutes les 8 heures, dans un groupe du dextrose, dans l'autre groupe la quinine en intraveineuse 8 mg kg toutes les 8 heures, et puis après de l'eau distillée en intrarectal dans toutes les 8 heures. Le score de blanc de taille a été étudié toutes les 3 heures, la température toutes les 2 heures, la glycémie toutes les 6 heures et la parasitémie à 4 heures, 8 heures et les heures suivantes. Alors, quels ont été les résultats de cette étude où 56 enfants ont été recrutés dans le groupe intrarectal et 54 dans le groupe intraveineux? Bien, il n'y a pas de différence significative sur le plan temps de disparition de la fièvre, le temps de récupération du coma, la clairance parasitaire, 43 heures et 41 heures, le temps de diminution de 50% des parasites qui était de l'ordre de 9 heures dans les deux groupes, ainsi que les autres indicateurs qui avaient été utilisés dans cette étude. De même, en termes de mortalité, on a 4 décès dans le groupe intrarectal et 5 décès dans le groupe en perfusion. Alors juste à titre de rappel, qu'est-ce qui avait été fait sur le neuropaludisme au Niger? On a des temps de récupération du coma qui sont beaucoup plus importants. Les doses de quinine qui avaient été utilisées, à l'époque on avait utilisé 20 mg d'ancien Quinimax et ça correspond en intrarectal, ça correspondait à 12 mg de quinine base en intrarectal. Voilà, donc avec une biodisponibilité de l'ordre de 60%, on était avec des taux de l'ordre de 8 mg de quinine en intrarectal, ce qui était quand même pas beaucoup pour la voie intrarectale. Mais dans cette étude, on n'avait pas montré de différence dans les deux groupes, et la quininémie entre la perfusion et le groupe intrarectal était similaire à 48 heures. Alors maintenant les études de faisabilité sur le terrain, plusieurs études ont été faites donc en 2000 et puis au Mali par l'équipe de Dogo et au Sénégal. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'étude d'Ouganda, c'est une étude où on a utilisé le kit qu'a fait Sanofi avec
avec une ampoule, un peu d'eau et puis une seringue prête à l'emploi. Donc dans cette étude, l'intérêt c'était de montrer que est-ce que les mamans pouvaient pratiquer la quinine en intrarectal, puisque la première administration était faite dans le dispensaire et la deuxième administration et les suivantes étaient faites par les mamans, et ça s'est très bien passé. Donc l'acceptabilité était bonne chez les mamans, et il y a eu aussi une bonne tolérance, avec aussi là pas de différence dans le... Qu'est-ce qu'il y avait déjà de plus? Oui, pas de problème d'acceptabilité par les mères. On s'est demandé un petit peu comment on pourrait améliorer la formulation de quinine, qui était quand même un peu compliquée. Donc on est passé à des études de galénique. Donc il y a eu 2 études de galénique qui ont été faites au Niger, mais qui étaient des études de cinétique, dont l'une a été faite sur la crème de gluconate de quinine, ce qui a permis de développer le Kinimax que vous utilisez maintenant, parce qu'on a utilisé pour la première fois le gluconate de quinine. Sinon, la crème n'a pas été développée, pardon. Donc on a fait, c'est pas nous qui avons fait ça du tout, c'est professeur Fawaz à Bordeaux qui a mis au point un gel mucoadhérent et un gel thermostable, et en fait il a trouvé que le gel mucoadhérent permettait d'améliorer la biodisponibilité de 63% à 87% par rapport à la solution de quinine que nous utilisions, que c'est adapté au milieu tropical et bien mieux toléré. Donc il existe une forme galénique adaptée au milieu tropical, mais elle est encore dans les tiroirs, puisqu'on attend que les industriels réalisent qu'il y a quand même beaucoup de gens qui attendent la quinine intrarectale. Donc des améliorations techniques ont été faites par Sanofi, qui ne s'est jamais lancé dans ce qu'il avait promis, mais ils n'ont jamais développé une présentation galénique adaptée pour la voie rectale, et ils ont développé le kit quinine intrarectale qu'ils, je crois, mettent à prix coûtant dans certains pays d'Afrique. Donc c'est une amélioration galénique modeste, mais l'intérêt c'est qu'il y a peut-être moins de rejet précoce avec l'utilisation de la canule. Donc voilà une petite présentation de ce kit, qui contient donc l'ampoule, le petit flacon d'eau et une seringue avec des graduations en kilos par poids pour l'enfant. Donc elle a été testée en Ouganda chez les neuropaludistes, et elle a été aussi essayée au nord Sénégal afin de tester le traitement précoce dès le village. Globalement, ils ont comparé les gens qui recevaient le kit et ceux qui ne recevaient pas le kit, donc savoir quel était le temps de passage par la voie orale. Ceux qui ont reçu le kit, donc l'injection de quinine à domicile versus rien du tout, il y a une différence assez significative, de même que pour le temps de disparition de la fièvre, et une bonne acceptabilité à la fois par les parents, et ce qui était important aussi au Sénégal, c'est l'acceptabilité par le personnel, puisque vous savez qu'on dit souvent que c'est le personnel qui a envie de faire des injections pour de multiples raisons, et donc apparemment le personnel était assez content, mais pas tous, 20%. Donc globalement, ce que l'on sait déjà, ou ce que vous deviniez bien sûr, c'est que un traitement rapide tout proche du malade, ça accélère la guérison. François Doston hier nous a présenté des petites cases de santé où les gens en Thaïlande viennent recevoir leur traitement après un test rapide qui permet de confirmer le diagnostic et de faire le traitement immédiatement. C'est bien mieux. Alors, quel peut être actuellement, dans l'évolution actuelle, le rôle pour la quinine intrarectale, puisque les choses ont quand même beaucoup changé depuis 1988-90. Je crois que la réponse est: est-ce que vous avez des dérivés de l'artésunate en combinaison? Est-ce qu'ils sont accessibles et disponibles? Si vous les avez, je crois qu'on ne devrait pas utiliser la quinine intrarectale, puisqu'elle a quand même une tolérance moins bonne que l'artésunate, les dérivés de l'artésunate, et qu'elle est particulièrement productrice
de gamétocytes, comme a montré François, et donc en utilisant la quinine, on contribue à la transmission du paludisme. On ne sait pas encore quel est le résultat sur la mortalité de l'artésunate sur la quinine chez l'enfant, puisque l'étude qui a été faite avec leur groupe chez les 1400 personnes a montré l'efficacité dans la mortalité chez les adultes. Pour les enfants, on n'avait pas encore de résultat, mais cette étude est en cours en Afrique. Donc la prochaine fois que François revient, il va nous montrer l'efficacité chez les enfants. Par contre, en l'absence de dérivés de l'artésunate, l'intérêt de la quinine intrarectale, c'est sans doute qu'elle est mieux tolérée que la quinine intramusculaire. Elle peut servir de traitement précoce du paludisme à domicile avant la référence. Souvent la référence n'est pas possible, vous le savez comme moi. Elle peut servir de traitement du paludisme lorsque la voie orale n'est pas possible, et je crois qu'elle peut servir de traitement en cas de paludisme grave lorsque vous n'avez pas accès aux perfusions de façon rapide, avec un certain nombre de précautions d'emploi, surveiller le rejet précoce et la tolérance, passer à la voie orale dès que possible, et prévenir les hypoglycémies en donnant aux enfants du sucre ou de perfusion. Là, c'était le schéma que proposait à l'issue de la thèse Nadia Ratimazaf. Je ne sais pas quels ont été les commentaires, je n'étais pas à la thèse. En gros, c'était pour voir quel était l'algorithme possible d'utilisation de la quinine en intrarectal lors d'accès simples. Vous savez que en général, on n'utilise pas dans les accès simples de quinine, seulement si l'enfant vomit. Et bien, voilà un petit peu la stratégie qui était proposée par Nadia lors de sa thèse. Donc, en cas de vomissement, pas de diarrhée, eh bien, on peut proposer la quinine intrarectale. Donc, je ne reviens pas sur le mode d'emploi. Peut-être juste pour rappeler qu'il faut l'utiliser dilué, c'est impératif. L'arrêter dès qu'il y a un problème, et que vous pouvez réadministrer une demi-dose en cas d'expulsion précoce. Alors, qu'est-ce qui est recommandé actuellement, ou qu'est-ce que l'on lit dans la littérature sur la quinine intrarectale? Globalement, l'OMS en 2006 reconnaît que les études ont été faites avec des doses très variables, ce qui rend difficile les comparaisons, et qu'il est difficile d'extrapoler les résultats récents avec les sels de gluconate par rapport à la quinine dichloride. En 2005, le British Medical Journal avait écrit en éditorial, suite à une étude sur l'artémisinine en intrarectal, que probablement la quinine par voie rectale pourrait être utilisée. Il y a eu donc cette revue Cochrane avec laquelle, j'ai été un petit peu fâché quand même, mais ils ont quand même le bénéfice, ils ont quand même fait le point sur tous les travaux qui ont été faits avec la quinine intrarectale, ce qui était quand même un travail considérable, et ils n'ont pas mis en évidence de différence dans le devenir chez les enfants entre le groupe intrarectal et le groupe en parentéral, bien que la réserve était que les échantillons étaient relativement petits et les intervalles de confiance relativement grands. Donc on a ces deux études qui sont à apparaître et qui permettront un petit peu de modifier les impressions internationales. Donc juste pour finir, au Burkina Faso, la façon de faire le lavement traditionnel, c'est pas la quinine, mais c'est au Burkina Faso, donc c'est une maman qui prépare le lavement traditionnel. Donc vous avez la petite poire rouge ici, vous avez la bouillotte où il y a de l'eau, et puis je sais pas qu'est-ce qu'elle prend là quand même. Alors c'est pas fini, voilà la façon de faire. Il faut que ça passe bien. Et voilà. Alors, un petit peu notre question, c'est quand... vous voyez que c'est une adaptation d'un traitement traditionnel au Burkina Faso. Par contre, ce traitement pose un certain nombre de risques. On voudrait faire un plaidoyer pour l'utilisation d'une forme galénique tropicalisée, bon marché, accessible à tous ceux qui sont en attente de pouvoir recevoir ce traitement, et rappeler que
la forme galénique existe, mais qu'elle n'a pas été développée. Je vous remercie de votre attention.